voudrais évidemment commencer par remercier Sophie Donzel d'avoir accepté de venir à la première rencontre de la RFJ. Première parce qu'il y en aura d'autres après. Alors, je ne vais pas faire le curriculum vitae de Sophie Donzel, je vais simplement dire deux, trois choses. La première, c'est qu'elle a été conseillère municipale de la ville de Nanterre pendant 8 ans ou 9 ans, ou quelque chose comme ça. 17 ans. Ah oui, 17 ans. 16 ans. 17 ans. Qu'elle a été chef de cabinet de la ministre du Logement assez récemment. Et qu'elle est aujourd'hui directrice d'Action Logement pour le Grand Ouest, savoir 4 régions, si je ne dis pas d'erreur. C'est ça. C'est-à-dire la Bretagne, la Normandie, les Pays de Loire et le centre Pays de Loire, c'est ça? Centre Val de Loire. Centre Val de Loire. Voilà. Donc, évidemment, sinon ça n'allait pas. C'est surtout au titre de directrice d'Action Logement que vous êtes ici. Je pense que vous avez compris que pour nous, FJT, il y a une question importante qui est la sortie des jeunes. On a un public très varié, certains jeunes savent très bien où ils vont retourner après, il y en a heureusement donc un nombre non négligeable qui n'a pas de problème de sortie. Par contre, pour beaucoup, la question se pose d'aller vers ce qu'on appelle, nous, dans notre verbiage, le logement autonome. Et nous estimons que c'est dans notre mission que de les accompagner et de leur donner les moyens d'en trouver. Et c'est difficile, surtout dans les zones où il y a une vive tension de l'habitat. Je vais vous laisser parler. Et Jean Marquet, que tout le monde connaît, sinon il est vice-président de la RFJ, fera un rôle d'animateur entre vous tous et Sophie Donzel. Sophie, je vais poser un certain nombre de questions qui ont été formulées par un groupe de travail interne à la RFJ, groupe de travail qui rassemble des salariés des associations, mais aussi des administrateurs, et qui se préoccupe de la manière dont on peut préparer et accompagner les jeunes qui sont accueillis dans les foyers et résidences vers, disons, l'autonomie et le logement un peu ordinaire. Mais compte tenu de la situation de ces jeunes, ça suppose de développer un certain nombre d'outils éducatifs et de développer également des partenariats parce que dans les foyers et les résidences, avec nos petits bras musclés, c'est impossible qu'on réussisse à faire tout nous-mêmes. Donc la qualité du travail et l'efficacité du travail qu'on peut avoir dépend également, ou peut-être beaucoup, non seulement de la qualification et de la détermination des gens qui œuvrent à l'intérieur, mais aussi à la qualité des partenariats qu'on peut entretenir. Alors sur la question du logement, comme le rappelait Monsieur le Président Moméja, il est très content quand je l'appelle par son titre comme ça. Et donc ce que disait Jean-Claude, c'est en fait que une des préoccupations principales, c'est comment on amène les jeunes à sortir vers le logement. Et pour ça, un des partenaires importants, c'était les collecteurs de 1%, les CIL, qui ont été regroupés au sein d'Action Logement. Alors j'imagine, je disais en aparté tout à l'heure, certainement pas dans l'euphorie générale, hein, et voilà, donc sans doute un peu volontaire avec l'épée dans les reins, comme on dit, et on sait bien que quand des organismes qui vivaient leur vie, qui avaient leur mode de fonctionnement, se trouvent forcés à se regrouper
et à changer d'attitude. Il y a ceux qui sont effectivement tournés vers l'avenir et qui vont y aller, et puis sinon ça génère des résistances au changement dont les premières victimes sont les partenaires les moins influents, donc d'une certaine manière nous. Voilà, donc on a besoin de comprendre comment, où est-ce qu'on en est actuellement au niveau d'Action Logement. On a bien capté que Action Logement, c'était Action Logement Groupe, avec une branche qui est Action Logement Immobilier, dont tu es la directrice territoriale pour le Grand Ouest, et également une branche Action Logement Service, qui est plus celle avec laquelle nous avons affaire, mais j'imagine que sur la philosophie de création de tout ça, vu ton pédigré et ta qualification en matière de logement, tu dois pouvoir nous éclairer. Nous avons besoin de comprendre comment ça s'est organisé, c'est-à-dire, en fait, on veut tout savoir, c'est-à-dire pourquoi, quand, comment, pour combien de temps, voilà, c'est... en gros, il faut que nous soyons en capacité de comprendre avec qui nous allons devoir reconstruire, d'une certaine manière, les partenariats à venir. Alors voilà, on va te laisser le temps de nous faire cette présentation-là, et puis il y aura bien entendu un échange avec nos amis présents, voilà, éclaircissement, complément d'information, etc. Et puis après, il y a un certain nombre de questions, alors évidemment qui portent plus sur Action Logement Service, mais là qui sont vraiment au cœur de nos préoccupations immédiates sur l'avenir du Locapass, sur la façon dont on peut, dans cette configuration nouvelle, retrouver des modes de coopération avec eux, etc. Mais je te reposerai les questions à ce moment-là. Donc, si tu veux bien... Merci beaucoup, Jean. Donc, merci de votre invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce petit temps d'échange. Alors effectivement, Action Logement Groupe, en fait, c'est très neuf, c'est très récent, puisque la réforme date de 2016 pour prise d'effet au 1er janvier 2017. Donc on est en septembre 2018, tout ça est quand même très très jeune. Et les interrogations que vous avez, vous n'êtes pas les seuls à les avoir. On est, moi qui sillonne 4 régions, il est vrai que je pense que pour l'instant, pour un certain nombre de nos partenaires, pour ne pas dire pour tous nos partenaires, tout ça est encore un petit peu difficile à appréhender. Alors, et pour autant, mais j'y reviendrai, on a la volonté de prendre en compte et d'essayer d'améliorer cette lisibilité qui aujourd'hui est imparfaite. Alors peut-être pour commencer, d'où vient la réforme d'Action Logement ? La réforme d'Action Logement, on peut dire que schématiquement, elle a 2 grandes origines. Elle a une origine choisie, qui est celle des partenaires sociaux. Vous savez qu'Action Logement, c'est paritaire. Hein, la source, la toute première originelle d'Action Logement, c'est donc la participation des entreprises à l'effort de construction, la PEC. Et la PEC est collectée et gérée de façon paritaire par les partenaires sociaux, et elle n'est pas une ressource de l'État pour sa politique du logement, elle est bien une ressource des partenaires sociaux pour contribuer au logement des actifs. Ça, c'est vraiment l'ADN d'Action Logement, précédemment de l'UESL, dans ses différents intitulés au fil du XXe siècle. La PEC, historiquement, était collectée par ce qu'on appelait des collecteurs, des CIL, qui étaient souvent locaux. Ils pouvaient être sectoriels, mais ils étaient souvent quand même locaux. Et ces CIL pouvaient détenir, pour utiliser cette collecte, des organismes HLM. Entre autres, ils pouvaient aussi détenir d'autres sociétés qui n'étaient pas des sociétés HLM, des SIC, des sociétés d'administration de biens, des promoteurs, etc., etc. Les partenaires sociaux ont quand même considéré qu'à un moment, ça non plus, c'était pas très lisible.
et que ça générait de surcroît pas mal de concurrence, y compris entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, les SIL eux-mêmes, pour assurer leur propre collecte, finalement, se bataillaient un peu avec le SIL voisin pour savoir qui capterait la ressource de telle ou telle entreprise. Tout ça utilisait beaucoup d'énergie qui n'alimentait pas véritablement le logement des salariés. Donc, à un moment, ils se sont dit, là, il faut quand même qu'on essaye de mettre tous nos efforts plutôt dans le même sens et qu'on essaye de mettre fin à ces logiques de concurrence qui sont internes à nous-mêmes. Et c'était, excuse-moi de t'interrompre, c'était vraiment à l'initiative des partenaires sociaux ou il y a eu une amicale pression de la part des pouvoirs publics? Alors, c'est la deuxième raison, effectivement, Jean, tu as raison, il y a une deuxième raison qui est que pour l'État et pour les pouvoirs publics, tout ça était quand même franchement cafouilleux et qu'on ne s'y retrouvait pas bien et que par conséquent, l'État n'était pas totalement certain que l'énergie déployée, là encore, était totalement en phase avec la vocation initiale de la PEC. Alors, ces deux constats et ces deux volontés se sont rencontrés et se sont accordés sur le principe d'une réforme. Et le contenu de cette réforme a été débattu entre les partenaires sociaux, donc entre les organisations patronales et les organisations syndicales pendant plus d'1 an. Et une fois que les partenaires sociaux se sont mis d'accord, le contenu de cet accord a été légiféré. Alors il y a eu un petit soubresaut, parce que d'abord il a été légiféré dans un texte où ça a été considéré par le Conseil constitutionnel comme un cavalier législatif, donc ça a été retoqué, donc il a fallu faire un texte ad hoc qui n'a concerné que la réforme d'Action Logement, et ce texte a été adopté en 2016 pour prise d'effet au 1er janvier 2017. Et donc cette réforme, dans son état adopté par le législateur et voulu par les partenaires sociaux, repose sur la séparation des activités de collecte et de financement d'une part qui sont chez Action Logement Service et d'immobilier d'autre part, je vais y revenir, qui sont chez Action Logement Immobilier. Premier principe. Deuxième principe extrêmement fort, ça a été de dire Action Logement Groupe est un groupe de l'économie sociale et solidaire. Sa vocation est de produire, d'entretenir, de gérer, de développer des logements, en particulier à destination des actifs, puisque ce sont les partenaires sociaux qui dirigent le groupe, mais en tout cas du logement à loyer modéré à destination des Français. Et par voie de conséquence, Action Logement Groupe se recentre exclusivement sur des activités non concurrentielles. Donc, par exemple, toutes les participations la participation minoritaire ou majoritaire chez des administrateurs de biens, chez des syndics, chez des promoteurs, tout cela a été cédé ou est en voie d'être totalement cédé. D'ici la fin de l'année, tout sera cédé. Donc il n'y aura plus d'activité concurrentielle du tout dans Action Logement. Ces participations étaient localisées dans Action Logement Immobilier. Action Logement Immobilier est en train de les vendre intégralement et la ressource de ces ventes sera consacrée aux organismes HLM du groupe. Et donc pour ne pas faire autre chose que du logement à loyer modéré. Et puis le troisième principe, qui est un principe aussi issu des discussions avec les pouvoirs publics, ça a été de dire, et qui est donc écrit dans la loi, les financements issus de la PEC doivent pouvoir être universels. Et donc, ils doivent pouvoir aider la production de logements sociaux des ESH d'Action Logement Immobilier, mais aussi de tous les autres organismes HLM qui en auraient besoin. Donc ça veut dire que notamment un office qui a un projet de production peut aller demander des financements à Action Logement Service en échange de droits de réservation. Je le précise parce que ça a un intérêt pour vous en sortie. En échange de droits de réservation, et à ce moment-là peut compléter son plan de financement avec des financements issus de la PEC via ALS.
Donc ça, c'est pour l'économie générale. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Action Logement, qu'est-ce que c'est? Alors, ça se traduit par cette chose-là. Alors, vous voyez qu'on... je simplifie en disant qu'il y a Action Logement Groupe, Action Logement Service, Action Logement Immobilier. En fait, il y a deux autres petites choses qui sont raccrochées. Vous voyez à là Action Logement l'écran? Groupe. Vous ne voyez pas, tant pis pour vous. Hein, Pourquoi vous ne voyez pas? C'est C'est pas trop assez- petit. Non, c'est pas trop petit, je pense que c'est la lumière. Je vais vous le commenter. Voilà, ça va aller mieux. L'APAGL, l'association pour l'accès aux garanties locatives que vous connaissez, elle est aussi dans Action Logement Groupe. Hein, c'est un troisième pied, on peut dire. Et le quatrième, c'est la foncière logement qui intervient notamment sur tous les programmes de rénovation urbaine auxquels vous avez certainement moins à faire, mais qui est aussi dans Action Logement Groupe. L'essentiel de l'activité demeure Action Logement Service d'une part et Action Logement Immobilier d'autre part. Et dans Action Logement Service, vous allez retrouver les activités de financement aux organismes HLM, comme je vous le disais, mais aussi les activités d'aide financière, notamment les aides aux particuliers, les aides aux jeunes. Et puis, dans le cadre de la convention quinquennale qui a été signée l'hiver dernier, un certain nombre de participations à des politiques publiques. C'est aussi là qu'on va retrouver, par exemple, Cœur de Ville, le programme Cœur de Ville, je sais qu'il y a beaucoup de franciliens ici aujourd'hui, donc qui concerne un petit peu moins l'Île-de-France, mais qui apporte des financements destinés à produire une nouvelle offre de logement dans des cœurs de villes moyennes ou petites, pour redynamiser ces centres et pour régénérer de l'emploi du logement à proximité de secteurs d'emploi et essayer de lutter aussi un petit peu contre les problématiques d'étalement, de périurbain. Donc ça, c'est un programme spécifique qui s'appelle Cœur de Ville qui est piloté par Action Logement Service. Dans Action Logement Immobilier, on retrouve à l'inverse toute l'activité HLM proprement dite, pure et dure, c'est-à-dire c'est Action Logement Immobilier, la holding de 65 entreprises sociales pour l'habitat détenues majoritairement par Action Logement Immobilier. Elle détient aussi des participations minoritaires dans un peu plus de 200 autres organismes HLM, dans lesquels nous ne détenons pas la gouvernance, mais dans lesquels nous pouvons avoir des participations. Typiquement, CDC Habitat, ex-SNI, Action Logement doit détenir quelque chose comme 30% des sociétés SNI partout sur le territoire. Mais il peut y avoir des ESH, donc des organismes HLM qui sont dans l'univers caisse d'épargne. Sans doute avez-vous affaire à des sociétés habitées en région, peut-être dans vos activités de relogement. On a aussi souvent des petites participations dans ces sociétés allant de 10-15%. Voilà. Mais ça illustre bien que le monde HLM, malgré ses vicissitudes et son apparent éclatement et ses différentes familles, on est malgré tout quand même tous collègues et tout ça est quand même très intimement lié. On essaye de faire en sorte que ce soit sur les territoires le fait le plus intelligemment possible et aussi de lutter contre les phénomènes de concurrence éventuelle. Pardon. L'autre point important, c'est qu'Action Logement Immobilier détient INLI. Je vais être amenée à vous en reparler. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom, INLI? Oui, même pour leur payer des loyers. Alors, toi oui, Jean-Baptiste, effectivement. INLI a récupéré le patrimoine de l'ex-OGIF, CPFD. INLI est la société qui est destinée à faire du logement intermédiaire en secteur très tendu. Quand on dit le très tendu, en l'occurrence, c'est Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, je vais y arriver, il m'a manqué l'Auvergne, et PACA. INLI n'a pas vocation à couvrir l'intégralité du territoire national pour l'instant parce que y a des secteurs, typiquement moi je suis dans le Grand Ouest, vous voyez, dans le Grand Ouest, l'écart entre le loyer plafond HLM
Et le loyer de marché ne justifie pas d'avoir un palier intermédiaire qui est quand même un peu du logement aidé, même si on est très loin du logement HLM, mais qui est quand même un peu du logement aidé. Il n'y a pas la place, d'une certaine façon, il n'y a pas de marché. Ça ne se justifie pas parce que, fort heureusement, ces territoires-là n'ont pas encore des prix de marché qui sont montés jusqu'au ciel. Et donc, les actifs, les familles modestes ont moins de difficultés à se loger, ont beaucoup moins de problématiques d'assignation à résidence, ont beaucoup moins de problématiques de mobilité que dans les secteurs ultra tendus et prohibitifs que peuvent être l'Île-de-France évidemment, mais aussi toute une partie de Rhône-Alpes, Lyon, la métropole lyonnaise, l'Arc lémanique, tout le Genevois français par exemple, qui ont des prix qui sont quasiment les prix franciliens aujourd'hui, et puis toute une partie de PACA. Donc là où évidemment on a des problématiques de prix qui font que le parc HLM lui-même est embolisé, et subit une pression très très forte avec beaucoup de demandes, des listes d'attente qui sont très très longues. Le parc privé est pour une partie des demandeurs inaccessible parce que trop cher ou parce que trop de garanties demandées, parce X et Y raison. Et donc il y a nécessité, il y a un besoin d'avoir un autre type de logement un peu entre les deux qui puisse être disponible ou en tout cas dont l'accès soit facilité. Donc toute cette problématique du logement intermédiaire est également traitée chez Action Logement Immobilier. Action Logement Service a des directions régionales qui correspondent aux régions administratives. Et Action Logement Immobilier a des directions territoriales qui couvrent plusieurs régions, ce qui n'aide pas à la lisibilité, je suis d'accord. Donc en gros, chez Action Logement Service, ils ont autant de DR que de régions, alors que nous, chez Action Logement Immobilier, nous sommes, en tout et pour tout, 4 directeurs territoriaux, l'Île-de-France étant traitée à part, l'Île-de-France étant assurée par le directeur général d'ADI. Donc je comprends bien, alors pour le coup j'avais pas prévu la carte, mais quand on chevauche les cartes, on voit bien que tout ça n'est pas forcément très très lisible. Et c'est un des axes sur lesquels notre organisation va évoluer, de sorte à essayer sur les territoires d'unifier la représentation d'Action Logement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un interlocuteur Action Logement Service, un interlocuteur Action Logement Immo, et tout ça, que ce soit pour vous, mais pour les préfets, pour les collectivités, n'est pas très simple. Donc on est en train d'ouvrir ce chantier qui sera certainement bouclé, les choses vont vite chez Action Logement, d'ici Noël. Donc quand même, normalement, d'ici Noël, on devrait y voir plus clair sur l'organisation territoriale. Peut-être juste pour finir sur la présentation, avant d'entrer dans les petites questions, je voulais juste vous donner une idée, parce que je pense qu'ensuite on aura pas mal d'échanges sur les sorties. Je voulais peut-être vous donner quand même une image de ce que c'est, pour le coup, Action Logement Immobilier, mais parce que c'est là que sont les logements autonomes, de ce que c'est Action Logement Immobilier en volume. Donc Action Logement Immobilier, c'est 65 ESH, je vous le disais tout à l'heure, c'est presque 1 million de logements sur le territoire national. Donc c'est de loin le premier groupe HLM français, de fait. Et dans ces 981 000 et des brouettes logements, vous le voyez, si vous arrivez à lire, c'est quand même essentiellement à 90% du logement social. Le logement intermédiaire ne représente qu'une toute petite partie de ce patrimoine, de l'ordre de 70 000 logements. Donc vous voyez, sur presque 1 million. Le cœur de métier d'Action Logement Immobilier, c'est bien le logement social. Et la répartition territoriale, oui, ça c'est quand même un point qui est intéressant pour vous. Donc sur ce million, j'arrondis, il y en a un peu plus de 300 000 en Île-de-France. Voilà, 310 000 logements en Île-de-France, donc c'est un petit tiers du patrimoine total.
Et le reste en région, je pourrais vous laisser le diaporama si vous voulez, mais je pense que c'est pas utile que je rentre dans le détail des patrimoines. Et alors, ce qui, en revanche, me paraît important de vous dire, c'est que les partenaires sociaux ont souhaité et se sont engagés auprès des pouvoirs publics pour ça, donner un très gros coup de collier en matière de production. Vous savez que c'est un débat un peu marronnier, hein, c'est-à-dire dans les politiques du logement, il manque des logements en volume, ce dont je suis intimement persuadée. Néanmoins, le contexte n'est pas toujours favorable. Alors, il l'est peut-être d'autant moins aujourd'hui que le modèle économique de surcroît est en train d'assez profondément changer dans le monde HLM. On pourra peut-être en reparler si vous le souhaitez. Il est d'ailleurs aussi sans doute en train d'évoluer pas mal de votre côté, hein. Donc je pense que tout ça se rencontre un peu et peut générer un peu d'attentisme chez les bailleurs sociaux. Néanmoins, Action Logement, dans la foulée de la réforme, a pris l'engagement de doubler sa production locative pour atteindre 48 000 logements en 2020, donc 14 000 résidences collectives. Donc ça, quand on dit les résidences collectives, voilà, c'est vous notamment. Alors ça n'est pas que vous, parce que quand on met les résidences collectives, on met le logement étudiant, le logement jeunes actifs, le logement personnes âgées, le logement mobilité des travailleurs ou accident de la vie, parce qu'on a aussi quelques résidences sociales. Et grosso modo c'est ça, les deux gros pavés, c'est quand même le logement des jeunes de façon mélangée, jeunes actifs et étudiants, par commodité on les mélange dans nos calculs, et le logement des personnes âgées, pour lesquels nous détenons beaucoup de logements, notamment en zone rurale. C'est assez peu connu, mais c'est un pan important de notre activité. Notre ambition pour 2018, c'était 37 000 dès 2018. On sera sans doute à un peu moins, mais pas beaucoup moins, sans doute 35 000, parce qu'il y a eu une petite contraction des agréments délivrés par l'État. Mais globalement, pour l'instant, on tient la tendance, hein, et donc on va continuer comme ça sur des assez forts taux de croissance jusqu'en 2020 pour ensuite revenir à un palier un peu plus avec un taux de croissance moindre, mais qui sera toujours avec des fortes productions annuelles. Le deuxième objectif, c'est un doublement de la production d'accession sociale, alors qui vous concerne un petit peu moins sur vos publics, mais qui est important pour le groupe, à 5 000 réservations en 2020. On est à un peu plus de la moitié aujourd'hui. L'impact, enfin la montée en puissance sur le logement intermédiaire, comme je vous le disais, donc construire 80 000 logements neufs en 2024. En fait, aujourd'hui, les logements intermédiaires détenus par INLI, c'est à peu près 80 000, dont 40 000 en Île-de-France. L'idée, c'est de très fortement augmenter cette production, essentiellement en Île-de-France. Dans vos enjeux de sortie, je pense que INLI fait partie de la solution. On pourra s'en reparler, mais ils sont sur des plafonds de ressources qui sont un tout petit peu plus élevés que ceux du logement social familial classique, mais pour un certain nombre de jeunes actifs franciliens, je dirais pas pareil en région, hein, mais en Île-de-France, où les jeunes actifs ont des salaires d'entrée de début de vie professionnelle qui sont malgré tout encore sensiblement supérieurs à ceux des régions, ça a du sens. C'est-à-dire que ça peut leur permettre d'avoir une file d'attente qui sera quand même moins longue, moins compliquée que celle du logement social familial classique. Les ventes sociales, donc ça vous concerne moi, mais c'est un objectif du groupe. Et la réhabilitation du patrimoine pour atteindre 35 000 logements rénovés dès cette année. Voilà. Donc ça vous donne quand même une idée des volumes. Il me semble que dans les logiques de sortie des résidences collectives,
une partie de la solution. En tout cas, les solutions doivent être multiples. Mais je ne sais pas si tu veux, Jean, qu'on enchaîne directement sur les solutions ou si on fait un petit échange peut-être On d'abord. va déjà faire voilà. peut-être un petit échange. Michel Bélissant, les jeunes économes, le foyer Alma Bosquet. Ma question a une portée générale. Il serait intéressant, me semble-t-il, que vous nous rappeliez la capacité du parc immobilier global en France, afin de permettre de voir comment se situe Action Logement Immobilier au regard de la capacité globale. Le parc social en France, c'est à peu près 4,7 millions de logements sociaux. Non, là je parle du parc global. Ah, alors Ça, c'est une le mauvaise question. parc global, il faut que je demande à mon ami Google. Mais il y a quelque chose... Est-ce que votre question incluait le privé? Oui. Ah oui. Alors avec le privé, grosso modo, on peut dire qu'il y en a... Le ratio, c'est 4 fois plus à la louche. Donc ça veut dire 4 fois 5, 20, il doit y avoir 20 millions de logements en France, si on raisonne en logement. Là, on parle bien de logement et non pas d'équivalent logement. Donc vous savez, l'équivalent logement, c'est plutôt les places dans les résidences collectives. Non, parce que, sauf erreur de ma part, les statistiques disent que environ 60% des Français sont propriétaires de leur logement. Donc en fait, vous avez un parc global dont 60% donc appartiennent à leurs occupants, donc 40% à la location. Donc moi, il m'intéresserait de savoir comment se situe Action Logement dans ce contexte. Mais peut-être que je pose une question qui est hors sujet. Alors, c'est-à-dire que... Alors, c'est pas hors sujet parce que vous la posez, mais ça revient à comparer des logements qui sont à loyer réglementé à des logements qui sont à loyer libre. Ah oui. Mais grosso modo, on peut faire une règle de 3 à la louche, hein, c'est-à-dire qu'en gros, le parc social en France représente 25% du parc de logement. Donc, et dans ces 25% du parc de logement, Action Logement en représente donc 1 million sur 4,7 millions ou 5 millions, vous voyez, Non, oui. 20%. 20% du 25%. Voilà. En gros, c'est le plus gros. Je pense que ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est le plus gros acteur institutionnel de ce fait-là. C'est-à-dire que la particularité du parc privé, si on veut raisonner par rapport au parc privé, c'est un, que les loyers sont réglementés, ça c'est évident, mais deux, que c'est un acteur unique. Le parc privé, par définition, est un parc éclaté, puisque l'essentiel du parc privé est détenu par des particuliers, très majoritairement. Et en plus, parmi ces particuliers, très majoritairement, ce sont des monobailleurs ou éventuellement des doubles bailleurs. C'est le profil type, c'est le retraité qui a un complément de retraite grâce à un revenu locatif, mais là sur un logement, éventuellement deux, mais enfin déjà là on réduit considérablement la population concernée. Donc c'est très 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 éclaté. À l'inverse, le parc institutionnel, donc en particulier des organismes HLM, puisqu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus d'autres parcs institutionnels que le parc HLM. Vous savez qu'historiquement, les assureurs, par exemple, AXA, avaient des parcs de logements très très importants. Ils se sont massivement désengagés du secteur immobilier, il y a maintenant près de 30 ans, et n'y reviennent pas pour l'instant. Sans doute n'y reviendront-ils pas. Donc, il ne reste en acteur institutionnel qui a une force de frappe significative pour générer du logement et pour en gérer après que les acteurs bailleurs sociaux, de fait. Alors, Sophie, si par rapport à nos préoccupations de gestionnaires d'équipements, si on a envie, aussi, on est dans les logiques où on veut développer un peu le nombre de lits que l'on gère, donc avoir des établissements supplémentaires.
dans ce que tu dis, Action Logement Immobilier devient le partenaire un peu, sinon obligatoire, du moins privilégié. Est-ce que, alors dans quelles conditions et comment on peut faire affaire avec les sociétés HLM qui sont à l'intérieur de ce groupe? Et d'autre part, autre question, si notamment Inly ou d'autres peuvent offrir des opportunités pour la sortie de nos foyers, comment engager les contacts, les partenariats, les coopérations avec ces organismes-là, et comment Action Logement, au niveau de la structure gestionnaire ou de direction, peut être ou pas un facilitateur de mise en relation, d'accompagnateur, d'aide à la formulation des projets, que sais-je. Mais est-ce qu'il y a aussi cette part-là de conseil ou d'ingénierie qui peut être apportée à des associations comme les nôtres quand on a envie ou besoin de se développer? Je ne pose pas la question pour t'embêter. Alors peut-être sur la première partie d'abord, c'est-à-dire sur vos souhaits de développement. Sur vos souhaits de développement, dans la convention quinquennale signée avec l'État, il y a effectivement des engagements pris sur le développement des structures, en tout cas des équivalents logements, du nombre de places disponibles en résidence collective à destination des jeunes. Et donc, ce sont des aides à l'investissement. Je pense qu'il faut peut-être lever cette première ambiguïté. Il s'agit bien d'aide à travers la convention quinquennale à l'investissement, puisque la PEC, la participation des entreprises à l'effort de construction, est bien destinée à la construction. Donc, ces aides doivent pouvoir générer des places nouvelles disponibles pour les jeunes. Effectivement, sur cet aspect-là, Action Logement Immobilier et ses filiales sont les bons interlocuteurs. On considère, nous, que c'est un de nos métiers du locatif, la résidence collective. Parce que c'est tout à fait cohérent avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté des partenaires sociaux d'améliorer le lien emploi-logement. Or, évidemment, loger des jeunes actifs, ou loger des alternants, ou loger des apprentis, c'est véritablement au cœur de ce projet-là. Donc, et on sait que justement, ce sont des publics aussi qui sont plus fragiles dans l'accès au logement, qui rencontrent plus de difficultés. À l'échelle nationale, nous détenons 1340 structures, ce qui est l'équivalent de 67 000 logements, j'arrondis. Et nous avons vocation à augmenter cette production. Donc, vous voyez que l'objectif de production sur 2018-2020, c'est par exemple de générer 14 000 logements supplémentaires en résidence destinés aux jeunes et alternants. Alors, quelle forme ça va prendre ? Ça peut prendre plusieurs formes, parce que nous avons de fait aujourd'hui plusieurs modèles de gestion et nous avons le souhait de préserver cette pluralité de modèles de gestion. Pour schématiser, il y a des cas où l'organisme HLM détient le bâtiment et en assure la gestion. Et il y a des cas où l'organisme HLM détient le bâtiment et délègue la gestion, notamment à vous. J'imagine que c'est le cas ici, parce que j'ai vu qu'il y avait un panneau Action Logement en bas sur l'immeuble, donc je pense que c'est en gestion déléguée. Voilà. Donc ça doit être ça avec RSF. Donc cette double possibilité continuera d'exister. Aujourd'hui, pour être totalement transparent, la gestion directe est très très minoritaire dans le groupe Action Logement Immobilier. Il n'y a guère qu'Espacil, que vous connaissez sans doute, société bretonne pour le coup, que je connais bien dans le Grand Ouest, est à peu près la seule dans le groupe à avoir cette compétence de la gestion directe. Toutes nos autres filiales, parce qu'elles le font. Ça, c'est une politique ou ça, c'est le fruit de l'histoire. Espacil fait de la gestion directe depuis les années 80 et donc a réussi à mettre sur pied et la compétence, et les équipes qui vont avec, et l'organisation afférente, et le modèle économique qui va bien. Et donc aujourd'hui, Espacil continue sur ce trend-là, et s'y trouve bien. Alors,
encore une fois avec les réserves d'usage sur l'évolution du modèle économique du logement social en ce moment, mais grosso modo s'y trouve bien. Quasiment toutes nos autres filiales sont plutôt en gestion déléguée, c'est-à-dire qu'elles détiennent des bâtis, elles produisent des logements, elles produisent des résidences, mais qu'elles ne gèrent pas elles-mêmes. Et après, quand on rentre dans le détail, il y a plusieurs cas de figure. Il peut y avoir des cas où c'est la collectivité qui va voir le bailleur social et qui lui dit moi j'aimerais bien faire une résidence là pour les jeunes. Vous allez bien pouvoir me construire ça en même temps que l'immeuble de logements familiaux que vous faites à côté, par exemple. On pourra faire une seule opération, pof, et puis simplement, il y en aura une partie, ce sera une résidence. Qu'en pensez-vous? Très bien. Et puis, là, il y a à nouveau deux cas de figure. Il y a la collectivité qui dit puis ça tombe bien. Alors moi, je travaille, je connais très bien l'association X ou Y. Je suis très contente du travail qu'ils font. Ils pourraient tout à fait gérer cet équipement que vous allez me construire. Et puis il y a un autre cas de figure qui est que la collectivité, elle dit il y a vraiment un besoin, mais alors nous, on n'a personne ici. Ça va être notre première résidence pour les jeunes, par exemple. Donc franchement, si vous connaissez quelqu'un qui fait ça bien, on est prêt à le rencontrer. Donc là, vous voyez que du coup, on peut être amené à travailler ensemble, soit parce qu'on se connaît par ailleurs et que finalement il y a une démarche conjointe vis-à-vis de la collectivité, soit parfois on ne se connaît pas et c'est la collectivité qui fait le mariage, qui fait le go-between et qui dit regardez, ça va bien se passer. Donc ces cas de figure, ils sont véritablement à géométrie variable, ils ont vocation à continuer à rester à géométrie variable parce que on est convaincu que les politiques du logement ne se font bien que localement. C'est-à-dire que la particularité d'Action Logement Immobilier vis-à-vis de ses 65 filiales, c'est de dire on ne veut pas se mêler de tout. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels vous connaissez les collectivités, vous connaissez les partenaires, vous connaissez l'état d'esprit dans lequel ça se fait, vous connaissez les priorités de votre territoire. On vous fait confiance, allez-y. Nous, on vous fixe simplement, entre guillemets, un cadre qui est un cadre de volumétrie, donc c'est le fameux doublement des objectifs de production, de reporting, voilà, parce qu'on veut suivre quand même l'activité, et un certain nombre de règles du jeu. Mais on n'imposera pas de partenariat. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, dans la mesure où ça permet de continuer de faire exister dans des bonnes conditions des acteurs qui sont de plus petite taille. Parce que mon expérience, notamment de l'État, m'amène à penser que à trop structurer depuis Paris des partenariats type, on en revient à travailler qu'avec des très gros acteurs. Pas forcément des têtes de réseau, mais des très gros acteurs. C'est pas pareil, la tête de réseau et le gros acteur. Si je donne une analogie, pour moi, c'est la différence entre le réseau des missions locales et Pôle emploi, vous voyez. De Paris, Pôle emploi, c'est un seul acteur, c'est fastoche, on appuie sur le bouton, ça descend, ça pleut sur tous les territoires, c'est facile. Les missions locales, il y en a je sais pas combien, 1000 je crois, je sais plus, là pour le coup, elles ont chacune leur CA, elles ont chacune leur directeur, elles ont chacune leur projet associatif. Et donc, c'est plus difficile à voir de loin. Ça ne peut pas se voir de loin. Ça ne peut se voir que de près. Et donc, évidemment, quand on est dans la logique simplement d'appuyer sur le bouton et d'attendre que ça ruisselle, c'est pas intéressant. Sauf que sur le terrain, c'est très très intéressant les missions locales parce que c'est un suivi qui est plus fin, qui est sans doute plus personnalisé, qui est moins sur des gros volumes, justement. Et en matière de logement, c'est un peu pareil. Et pour le coup, ça demeure un parti pris extrêmement marqué et extrêmement fort des partenaires sociaux chez Action Logement Groupe et qui l'impose par conséquent aux deux jambes en dessous, c'est de dire il faut faire confiance au local. Donc nos sociétés préservent une marge de manœuvre dans leurs relations, dans leur choix de partenaires. Ce qui n'empêche pas qu'on peut fluidifier des choses, on peut faciliter des choses, on peut attirer l'attention sur
mais on ne fera pas d'acte d'autorité sur telle ou telle façon de travailler. De la même façon qu'on ne va pas leur dire demain matin, vous arrêtez la gestion déléguée, vous ne faites plus que de la gestion directe. Ce serait une bêtise. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les filiales ne savent pas faire la gestion directe de résidence collective. C'est un métier à part. Ça n'est pas comme gérer du logement social familial. C'est pas le même taux, vous le savez encore mieux que moi, c'est pas le même taux de turnover, par exemple. Hein. C'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes besoins d'accompagnement, c'est pas la même saisonnalité non plus. Ça ressemble, hein, ça ressemble. De loin, c'est pareil. De loin, on peut se dire, bah, ça reste de la gestion locative. Ah ben non, en fait, c'est pas de la gestion locative. Donc, là-dessus, c'est un premier élément de réponse. Je pense qu'une bonne partie de la solution de développement viendra des contacts à nouer avec les ESH d'Action Logement Immobilier. Il se disait des fois dans les couloirs de certaines rencontres que certaines entreprises de logement social ou certains offices se disaient mais nous la gestion locative on sait quand même bien faire, les résidences gérées par des petites associations, je dis ça en référence à ce que tu évoquais sur le local, les petites associations sont pas forcément très équipées pour ça. On pourrait tout à fait imaginer avoir, la gestion locative directe de ces équipements adaptés, et puis à charge des associations de s'occuper du suivi social, du lien social interne, etc. Voilà, mais en même temps, alors je comprends bien le souci au nom de l'économie sociale et solidaire, de cette idée de déconcentration, décentralisation, de laisser au local la responsabilité des actes qu'il peut maîtriser, etc. Tout ça est tout à fait intéressant, mais en même temps, on peut avoir aussi l'autre côté de la médaille où le small n'est pas toujours beautiful, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se posait aussi la question de comment il est possible d'avoir cette intermédiation, même si elle n'est pas autoritaire, même si elle n'est pas de l'ordre de l'injonction. Hein, voilà, on sait bien aussi que les rapports institutionnels fonctionnent bien quand ils sont accompagnés par des rapports interpersonnels basé sur la connaissance mutuelle, basé sur la confiance, basé sur etc. Et ça, ça peut pas être inscrit dans les textes. C'est forcément des choses qui se construisent. Et c'est aussi ça qu'on a nous besoin de construire aujourd'hui, quoi. C'est pour ça que. Interrompu, il y a Jean-Baptiste. Oui, j'ai vu. Monsieur Kieffer, vous êtes directeur du relais accueil du Valona. Et mon interlocuteur d'INLI me fait plus ou moins courir l'idée, dans l'effort de construction justement des nouveaux logements, qu'il y aurait peut-être la possibilité pour financer ces constructions-là, des opérations de vente du patrimoine déjà acquis auprès des gestionnaires. Moi, en l'occurrence, la question qui m'a été posée, c'était si on était intéressé pour reprendre les logements que l'on louait à INLI en ce moment, à terme, avec une vente peut-être à la découpe. Est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que ça peut être une possibilité y compris pour nous en termes de développement? C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait de l'acquisition à faire sur du diffus ou sur... Complètement, ça n'est pas une rumeur, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas dans la standardisation en fait, hein. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et par ailleurs, INLI est dans une logique où le logement intermédiaire est assez peu aidé, comme vous le savez, hein. Et donc, INLI se finance par cession, c'est-à-dire par la circulation d'actifs. Hein. Donc, INLI vend des logements pour pouvoir en produire d'autres, et il y a une espèce de renouvellement. C'est possible dans le logement, c'est plus facile, on va dire comme ça, c'est plus facile dans le logement intermédiaire parce que les loyers sont quasiment pas réglementés. Et parce que on est aussi dans des ventes qui ne sont pas elles-mêmes réglementées. Vous savez que vendre un logement social, c'est en revanche extrêmement encadré.
Donc le modèle économique d'Inly a été conçu comme ça, donc effectivement, c'est pas absurde qu'il le propose. Après, c'est un choix de gestion aussi, en l'occurrence du Valona. C'est-à-dire que ça reste un choix stratégique qui vous appartient de dire est-ce qu'on souhaite assumer la propriété des logements que l'on gère. Et là, honnêtement, ça se regarde, ça se discute, mais c'est difficile d'avoir une réponse a priori. Enfin, je pense que ça dépend de l'état du patrimoine, de l'entretien qu'il y a eu les dernières années par le propriétaire, etc. Donc, ça s'examine, mais oui, tout est ouvert. Inly examine même en ce moment des modèles encore plus innovants, disruptifs, diraient d'autres, qui sont sur une forme de dissociation de propriété pour faciliter le retour de quelques investisseurs dans du logement à loyer plafonné. Donc exclusivement sur l'Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce serait une déclinaison, une dissociation. Est-ce que vous connaissez l'usufruit locatif ? Oui. C'est une dissociation on dissocie la nue propriété et l'usufruit. Ce dispositif qu'on appelle l'ULS, il existe aujourd'hui en matière de logement social. Il est très peu développé pour plein de raisons. L'idée qui est en voie d'expérimentation, c'est de le décliner sur le logement intermédiaire où il serait plus attractif pour les investisseurs que sur le logement social puisqu'on n'est pas sur les mêmes retours sur investissement. Et il pourrait permettre à Inly justement de confirmer cette rotation des actifs. Du coup, si je poursuis ma question, c'est qu'on pourrait nous rechercher des investisseurs pour reprendre la nue propriété et nous avoir une gestion déléguée et poursuivre la gestion, par exemple. Oui, mais vous ne pourrez pas le faire en direct. Oui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'ULS est intermédiaire. Là, on rentre dans les profondeurs techniques de la légistique, mais en gros, un bailleur social, par exemple, ne peut pas faire en direct la dissociation de la nue propriété et de l'usufruit. Il doit passer par un opérateur spécifique, type Perle, qui est le plus connu. Du coup, c'est faisable en passant par un intermédiaire. Oui, mais c'est pas toi qui le choisis, l'intermédiaire. C'est une opération qui se fait. Mais pour le gestionnaire, en l'occurrence, sur du produit comme le vôtre, si je puis dire, il faut véritablement examiner les conséquences, parce que c'est limité dans le temps. C'est-à-dire que dans 15 ans, le montage, vous savez, c'est qu'au bout de 15 ans, le propriétaire récupère la pleine propriété. Donc, faut vous retrouver, et voilà, faut vous retrouver sans logement à louer à des jeunes. Donc en matière de logement intermédiaire, ça n'est pas absurde, puisque à ce moment-là, on considère que de toute façon, les actifs, ils ont une rotation et que ça n'a pas la même vocation qu'une résidence collective. Donc si on en reproduit par ailleurs, on peut retrouver des endroits où loger des familles. Quand on est sur de la résidence collective, si vous vous retrouvez 15 ans plus tard avec plus de patrimoine, vous voyez, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les associations, s'il y en a ici présentes, qui sont dans des perspectives de développement? Est-ce que vous avez quelques questions spécifiques à poser à Sophie? Delphine Taïeb, directrice du foyer des jeunes travailleurs de Bayonne Côte-Ouest. Côte-Basse, pardon. Je réfléchis en même temps, parce que nous, on est donc aussi dans un secteur tendu sur la côte. Et alors, dans le cadre de l'ESS, on a une proposition aussi intéressante qui s'appelle l'OFS, je crois, l'organisme foncier solidaire. Et alors, c'est pas la même chose que ce que vous venez d'évoquer.
mais c'est la dissociation entre la propriété et la location. C'est-à-dire qu'il y a un bailleur qui propose en fait de vendre des logements en gardant la propriété foncière. Voilà. Et pour nos associations, c'est aussi intéressant parce que du coup, ça réduit en fait, les loyers, puisque dans le loyer ne fait plus partie le foncier. L'OFS, c'est un excellent exemple. C'est un super outil qui est quasi aujourd'hui inexistant et sans doute très difficile à monter en Ile-de-France. Mais en région, c'est un outil formidable parce qu'effectivement, c'est un outil qui permet de baisser le prix. En fait. Et donc, il est utilisé pour favoriser de l'accession sociale à la propriété, mais il est aussi utilisé pour faciliter la production de logements sociaux et de résidences collectives. Et c'est très puissant parce que finalement, quand vous construisez un immeuble, de savoir que le terrain ne vous appartient pas, vous voyez, bon, ça vous émeut pas beaucoup, je pense. Hein, voilà. Et même si vous êtes propriétaire d'un appartement dans l'immeuble, de savoir que vous n'êtes pas propriétaire d'un tantième du terrain qu'il y a dessous, ça va pas vous traumatiser. Et pour le gestionnaire ou pour le foyer de jeunes travailleurs, c'est pareil. Finalement, ça a assez peu d'impact. Et ça, pour le coup, c'est un très fort effet levier. C'est techniquement pas très simple à monter. Ce sont souvent des collectivités qui prennent le sujet à bras-le-corps et qui ont l'ingénierie derrière pour monter les OFS. Mais c'est une piste extrêmement intéressante et il y en a plusieurs qui sont en train de se constituer. Alors je ne savais pas pour le Pays Basque, mais il y en a à Nantes, il y en a sur Strasbourg, il y en a un embryon à Rennes. Enfin, c'est des choses qui émergent là, ouais. Et qui sont pour le coup plus pérennes que la solution qu'on évoquait précédemment, qui à mon avis ne correspond pas à vos besoins à vous. Hein. Parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas de risque au bout de X années de se voir retirer la propriété du foncier. Cette dissociation, elle sert simplement si dans 50 ans, la durée de vie moyenne d'un bâtiment, si dans 50 ans il y a besoin de le mettre par terre, le bâtiment, ou dans 100 ans, et bien simplement l'acteur qui déterminera ce qu'on construira à la place, c'est celui qui continuera de détenir le terrain qui est dessous. Et comment ils financent Oui, c'est du fonds perdu, ça, quand même. Ouais. Hein, Comment c'est financé, ça? C'est financé par les collectivités. Ouais. Et oui. Alors les offices fonciers solidaires de mémoire, mais ont plusieurs parties prenantes. Hein, donc il y a des cofinancements, la collectivité n'est pas seule, mais c'est essentiellement du financement local. Alors, peut-être on pourrait aborder un peu les questions qui nous préoccupaient aussi en direction de Action Logement Service. Bon, on se disait, mais on le sait tous, on se disait en introduction que une des missions qui est les nôtres, c'est quand même de préparer et d'accompagner les jeunes vers le logement et que ça suppose de développer une activité, une action éducative relativement importante. Cette activité, on ne peut pas la mener toujours tout seul et qu'on a besoin de partenariats. Donc en gros, c'est comment, dans la configuration actuelle, hein, et notamment dans cette période où tu disais il faut que les choses se mettent en place et se structurent, comment on peut redévelopper ou construire ou voire reconstruire nos relations avec Action Logement Service, parce que probablement que c'est la conséquence de cette réorganisation, mais il y a un turnover d'enfer qui fait que les interlocuteurs que nous avions, avec lesquels on avait réussi à tisser des liens, on la bougeotte. Et oui. Pas forcément une bougeotte volontaire, donc ça crée une ambiance particulière. Effectivement, Action Logement Service n'a pas achevé sa réorganisation. Donc ça a un fort impact sur vos interlocuteurs, ouais. C'est évident. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus vrai en Ile-de-France, qui était la région avec le plus d'effectifs, donc sur lesquels il y a le plus de sujets. En revanche, ce que je peux dire, c'est que globalement, en région,
ils arrivent à avoir un interlocuteur logement des jeunes dans chaque direction régionale. Et par ailleurs, dans un certain nombre de régions, 8 en l'occurrence, ils ont mis en place une plateforme spécifique apprentis et alternants, qui est notamment Nouvelle-Aquitaine, que tu connais sans doute, Delphine, voilà, qui marche plutôt bien. Donc il y a des choses qui sont en train de se structurer. Il y a encore, en début d'année, il n'y avait que 2 régions dans la plateforme. Aujourd'hui, il y en a 8. Enfin, on voit que quand même le mouvement, il est dans cette direction-là. Et que ça va quand même contribuer à faciliter un peu votre travail, notamment sur le repérage des aides. Ça, c'est une première réponse. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi elle ressemblait parce que je trouve qu'elle est plutôt bien faite. On a identifié, nous, l'équipage qui est en responsabilité de logement jeune. Logement jeune, non. Action service, oui. Même l'action service, en fait, c'est très compliqué encore. Sur la responsable, c'est Patricia Papillon. Oui, mais après, c'est en dessous que ça change tout le temps. c'est ça, la responsable, oui. Ouais, voilà. C'est pas très direct. Nos interlocuteurs ont changé au moins 3 fois depuis 1 an. Ça va encore être... Enfin, je pense qu'il faut se dire qu'on ne va pas atterrir sur une organisation stabilisée avant quelques mois encore. Hein. Je le disais en introduction, c'est tout jeune malgré tout cette affaire. Et donc, il y a encore un peu d'ajustement à faire. Et donc, je comprends bien que ça ne facilite pas votre vie quotidienne. Mais pour l'instant... Mais les mois vont se compter à l'unité ou en dizaines? Non, à l'inverse, à l'échelle de la réorganisation que ça représente, ça va quand même vite. C'est-à-dire que je comprends que c'est soit difficile à vivre et que ça facilite pas votre travail, mais on vient de loin quand même. Hein. Donc, et le fait même que vous changiez 3 fois d'interlocuteur en 1 an, c'est aussi le signe que les choses vont vite. Hein. C'est-à-dire que en fait, ce qui se passe aujourd'hui côté Action Logement Service, c'est que comme les cils il n'y a plus de plusieurs cils, il n'y a plus qu'un seul collecteur, il n'y a plus que Action Logement Service. Et donc vous voyez bien qu'en termes de ressources humaines, ça sous-entend qu'il y a un certain nombre peut-être de doublons à supprimer. Et le choix des partenaires sociaux, ce qui est assez logique puisque c'était les partenaires sociaux, ça a été de dire il n'y a aucun plan social dans la réorganisation. Donc, toute la réorganisation se fait par un jeu de bourse à l'emploi sans plan social. Donc forcément, c'est un petit peu long et c'est un petit peu touffu, on va dire. Hein, mais il y a déjà, c'est dommage parce que je n'ai pas noté les chiffres, mais la semaine dernière, j'entendais le nombre d'ores et déjà de personnes qui ont, dans ce cadre-là, changé de poste pour avoir un poste pérenne se chiffre en plusieurs centaines. Hein. Donc, en fait, on est quand même en plein dedans, là encore. Hein. Donc, je pense qu'il faut se dire qu'on y verra plus clair l'année prochaine. Enfin, moi, je pense que je pense que dans 1 an, on y verra plus clair. Je pense qu'il ne faut pas se dire que dans 3 mois, ce sera calé, quoi. Hein, mais... Courage. Voilà, courage. Merci. Et encore une fois, la difficulté, c'est que l'Île-de-France n'est pas représentative de ce qui se passe malgré tout. C'était en région. C'est-à-dire que moi, j'ai été élue francilienne pendant 16 ans. Hein, donc, l'Île-de-France, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que rien ne se passe comme ailleurs en Île-de-France. C'est toujours dérogatoire. Et donc, pour le meilleur comme pour le pire. Et donc, en l'occurrence, et ça, c'est vrai dans tous les domaines, pas seulement en matière de politique publique, de logement ou de quoi que ce soit d'autre. De fait, l'Île-de-France, c'est la loi des grands nombres, c'est la loi des grands volumes, c'est les plus grosses populations, c'est la plus grosse tension sur le marché du logement, c'est les plus grosses mobilités, tout est plus gros en Île-de-France et par-dessus le marché, tout est plus éclaté.
parce que c'est aussi là qu'il y a eu le moins de structuration des acteurs. Par exemple, dans les collectivités locales, il y a toujours eu moins d'interco en Ile-de-France qu'ailleurs. Donc finalement, ce contexte fait que le moindre grain de sable prend vite des proportions assez considérables en Ile-de-France. Pour autant, je fais l'hypothèse féconde que tout ça va se recaler comme il faut et que simplement, effectivement, il faut un petit peu patienter. Je pense qu'en région, en tout cas pour ce que j'en vois, les volumes étant quand même moindres, les équipes étant aussi un petit peu moins nombreuses, les choses se sont recalées désormais, on y voit à peu près clair. Alors je ne sais pas sur la Nouvelle-Aquitaine, mais moi sur les cadres que j'ai, y compris la région centre qui était un gros sujet sur les jeunes, avec beaucoup d'allers-retours avec Paris, enfin vous voyez la proximité, donc avec un gros sujet, ils ont mis sur pied depuis l'été dernier leur organisation. Donc, tout ça se cale, mais c'est work in progress. Ouais, c'est sûr. Alors, dans ces calages, parce que je n'ai pas franchement souvenir que c'était inscrit dans les gènes des collecteurs de 1%, mais est-ce que dans la réorganisation, ils auront la possibilité de proposer des intervenants qui puissent venir, par exemple, dans les résidences, dans les foyers, pour venir co-animer des ateliers avec, notamment sur l'apprentissage de la recherche de logement, etc. Est-ce que ça c'est prévu, qu'il y ait pas simplement l'attente de demandes et puis de réponses comme ça, mais aussi des acteurs, des personnes qui viennent aussi coopérer localement, hein. Si j'en reviens à cette logique de l'économie sociale et solidaire, où il s'agit d'aller au plus près des préoccupations, il est évident que dans nos boutiques, les préoccupations sont assez localisées, quoi. C'est sûr. Je pense que on n'est pas dans ce niveau de détail-là sur les consignes données. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est possible. Évidemment, ça sera plus facile dans des secteurs où il y a un peu moins d'acteurs que dans des secteurs où il y en a beaucoup. Première chose. Deuxième chose, la tendance de fond, elle est quand même aussi plutôt au déploiement d'outils qui sont les outils numériques. Je pense que là-dessus, il faut aussi se le dire. C'est-à-dire que Action Logement souhaite mettre un peu d'argent en développement d'outils, d'applis, qui permettent de générer une autre forme de proximité, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, mais qui marche plutôt bien avec les jeunes pour le coup. C'est-à-dire avec... Exemple par exemple, la plateforme, là, c'est une plateforme qui est accessible sur tablette, sur smartphone. C'est très facile. Vous avez ce qu'ils appellent l'autodiagnostic. En fait, vous remplissez votre CFA, votre employeur si vous l'avez déjà trouvé, votre lieu d'apprentissage, et votre date de naissance, etc. Enfin, des choses assez basiques, mais il y a 3 écrans, il n'y en a pas 40 000. Et à la fin, vous avez ce qu'ils appellent les résultats. Donc vous avez un point sur les différentes aides que vous pouvez mobiliser, qui sont les aides ALS d'une part, donc Mobili Jeunes, Locapass, Visal selon les cas, les Mobilipass, etc. Et également les aides régionales dans les 8 régions qui participent au dispositif. Dans les autres régions, l'appli marche aussi, mais il n'y a pas le volet régional. Il va n'y avoir que les réponses Visal, Locapass, Mobilipass, que les aides Action Logement. Et ça va être sur le volet aide, on va dire. Il va y avoir un autre volet qui a vocation à se développer, pour lequel il y a un embryon d'appli qui existe, mais donc ça va arriver. C'est sur la recherche de logement en tant que tel. C'est une espèce de bon coin du logement, accessible à des réservataires. Donc vous savez que pour les
les logements fléchés Action Logement, on va dire, sont destinés à des salariés qui répondent à un certain nombre de critères au titre du logement des actifs. Donc, ces droits de réservation aujourd'hui sont gérés par ALS. C'est pas toujours très simple pour ALS de repérer qui peut rentrer dans les cases, si je puis dire. Donc ça, c'est un diagnostic partagé que nous faisons à la fois côté ALS et côté filiale HLM qui attribuons les revenus, les logements. C'est-à-dire qu'on se dit des fois, parfois on peut être amené à ce que ce soit l'organisme HLM qui dit ah ben, j'ai un dossier là, mais c'est parfait, il est tout à fait dans les critères des droits de réservation, mais c'est un dossier qui va nous arriver par le numéro unique ou par la collectivité, mais pas forcément par Action Logement Service. Donc ça, c'est là aussi, c'est un chantier qui est extrêmement important et qui va être important pour vous, parce que vos jeunes travailleurs qui sortent de chez vous et qui ont un emploi, voire idéalement qui ont un emploi dans une entreprise cotisante, ceux-là, s'ils peuvent être mis dans la bonne file d'attente qui va bien, ils vont quand même accéder beaucoup plus facilement au logement social que s'ils sont dans le flot général. Et donc, ça, c'est un vrai sujet pour vous. C'est aussi un vrai sujet pour nous, sur lequel aujourd'hui on n'est pas au point, il faut se le dire. Et donc, sur lequel on travaille. On y travaille à la fois par des sujets par des outils de repérage de la demande, notamment avec ces applis qui permettent de... Je vais donner un exemple. Je pense qu'avec le logement intermédiaire est un bon exemple. Et vous interviendrez après. Hein. Le logement intermédiaire est un bon exemple. Typiquement, Inly en Ile-de-France cherche à toucher, en gros, des salariés dont les revenus rendent difficile l'accès au logement privé, mais qui ont tout à fait de quoi payer un loyer un peu plus cher que celui du parc social. Ces gens-là, ces familles-là, ou ces salariés-là, ils ne vont pas avoir le réflexe de faire une demande de logement social. Parce qu'ils vont se dire, bon sang, j'en ai pour 10 ans d'attente. Hein. Oui. 2, ils vont se dire, en plus, de toute façon, j'y ai même pas droit. Sans doute à tort d'ailleurs, mais ils vont se dire, j'y ai même pas droit. Et ils ne vont même pas faire un dossier. Pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas qu'Action Logement Service existe, hein, parce qu'il y a quand même aussi ça. Et si jamais ils n'ont pas un employeur qui à un moment leur dit au fait on a des droits de réservation dans des logements, ils n'ont absolument pas, ça ne va même pas leur frôler l'esprit parce que c'est pas dans leur paysage. À l'inverse, ça peut être des gens totalement connectés, notamment les jeunes actifs, hein, très clairement, totalement connectés. Ils vont se dire, en faisant la liste de tous les sites internet à consulter pour avoir toutes les annonces immobilières qui vont bien, avec les recherches multicritères qui vont bien, ils vont sans doute beaucoup plus facilement tomber sur l'appli qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais l'appli Inly, et qui est assez bien faite avec des photos du logement, le montant des charges, le DPE, le loyer, le tout déjà tout disponible quand vous cliquez sur l'image. Et ils peuvent déposer leur dossier dans l'appli et ils ont une réponse relativement vite. Et donc on va toucher ainsi comme ça des publics qui sont en partie les vôtres et qu'on ne touchait pas jusque-là. Oui. Alors, et l'idée, c'est de développer ça pour les filiales HLM traditionnelles, mais l'outil n'existe pas encore. Vous connaissez mieux le paysage, on va dire, que le jeune que vous logez. Donc, un des enjeux, ça va être effectivement de les accompagner dans la connaissance et la compréhension de ce paysage-là, et dans l'utilisation de certains outils, où parfois, typiquement, on peut très bien imaginer que le diagnostic sur les aides financières, il soit utilisé en entretien avec le travailleur social au moment du bilan, par exemple, des rendez-vous périodiques qui sont faits avec les jeunes. C'est pas obligatoirement le jeune, selon sa situation, qui fait sa démarche tout seul, isolé, hein, évidemment. Ouais. Bonjour, Déborah Lotte, chargée de mission logement au relais accueil du Valona, et je fais de la VDL aussi sur le 92. Et ce qui est fort intéressant, ce que vous dites, moi personnellement qui suis en contact tout le temps avec les jeunes pour ce type de recherche et d'accès au relogement sur le passage en LJT, c'est tout à fait intéressant.
Maintenant, effectivement, je reviens sur la question précédente, effectivement, sur comment prendre ce contact-là, comment développer ce réseau, comment nous, concrètement, au niveau de la procédure travailleur social, quel qu'on soit, comment on peut mettre ça en place avec les jeunes, parce qu'à part dire aux jeunes, va voir ta RH, va voir ton DP, va voir ton DE, va voir le CE pour faire une demande d'action logement auprès de ton employeur, nous, on n'a aucune main là-dessus. Donc, je vois qu'il y a des choses qui commencent à changer, notamment au niveau de la demande de logement social en ligne, qui a été actualisée la semaine dernière. Là, on peut rentrer directement le numéro SIRET de l'employeur, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout à fait. On peut renseigner qu'Action Logement. Bon, il y a d'autres particularités qui vont poser souci au niveau de cette nouveauté. On en reviendra, mais en tout cas, pour Action Logement, ça, je pense qu'effectivement, c'est un bon premier contact. Maintenant, nous, en tant que professionnels, comment on peut faire le lien entre le jeune, l'employeur et Action Logement? Voilà, oui, je pense une excellente question qui peut être complétée par est-ce que dans cette phase de réorganisation, alors que c'est encore pas complètement bouclé, puisque est-ce que Action Logement en Service a ouvert ses oreilles à des écoutilles qui permettent avant de figer ou de boucler une organisation, est-ce qu'il y a des lieux, des espaces, des moments de rencontres où les uns et les autres, on pourrait dire, voilà dans votre organisation ce qu'il ne faut pas oublier. Si vous voulez être aussi, nous apporter un certain nombre de matériaux, d'outils et de services, pensez à la façon dont on peut les utiliser. Donc, est-ce que là, parce que là, on serait vraiment dans de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire quand on peut construire un peu les choses ensemble. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a eu un vrai fond qui a été fait? Sur ALS, je suis un peu en peine de vous répondre parce que moi, je ne connais pas aussi finement leur organisation interne. Ce que je sais, c'est que c'est pour eux un axe identifié comme stratégique. Donc, ils ont pour mission, dans chaque direction régionale, d'avoir un interlocuteur jeune. Est-ce qu'il est nommé partout? Sans doute pas. Mais aujourd'hui, c'est une cible. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que côté Action Logement Immobilier, que je connais mieux, il y a un groupe de travail qui s'est constitué autour du sujet des résidences collectives. Ce groupe de travail, il est piloté par un référent qui est par ailleurs DG d'une de nos filiales et auquel participent plusieurs DG de filiales Ali. Et typiquement, ce groupe de travail, on pourrait tout à fait imaginer qu'il y a un moment d'échange avec votre réseau, avec la RFJ par exemple. Ce groupe de travail, il a aujourd'hui essentiellement comme préoccupation la question des partenariats à monter, à faire vivre pour augmenter le nombre de places disponibles. Ce que je disais tout à l'heure, l'objectif de volume, qui peut croiser votre objectif de développement ou l'objectif de développement de certains d'entre vous. Voilà. Je pense qu'il ne s'est pas encore penché sur le sujet de la sortie. Pour autant, c'est un vrai bon sujet parce que nos filiales, elles sont le réceptacle de sortie pour vos jeunes. Donc, pour moi, il y a un vrai intérêt à générer cet espace de discussion. En tout cas, là, je sais qu'il existe possiblement. J'ai du mal à parler pour mes collègues d'ALS pour lesquels je connais moins bien. Après, il y a quand même en région, pour le coup, des échanges réguliers qui s'opèrent avec les services alors qui n'ont pas les mêmes noms partout, mais en tout cas les services qui gèrent les attributions des ESH. Moi, ce que je vois notamment dans l'Ouest, c'est qu'il y a des contacts en fait réguliers qui permettent de repérer aussi des candidats qui sont susceptibles de rentrer dans la file d'attente attribution au titre du 1%. Puisque ces candidats-là ne nous arrivent pas toujours par la filière RH. Moi, je partage complètement votre diagnostic sur aujourd'hui le fonctionnement de l'attribution dysfonctionne, si je puis dire. Il ne marche pas bien. J'aurais pas osé dire dysfonctionne
fonctionne, mais effectivement, je vais reprendre le terme flou. Effectivement, mais après, on sait, effectivement, ça allait prendre du temps. Moi qui suis au courant, effectivement, de ce regroupement Axe Logement déjà depuis le départ, avant même 2016, on en parlait déjà en 2014. Donc ça, on le sait déjà, ça ne date pas d'hier. Donc on savait que ça serait long, on savait que ce serait même pas encore en lien avant 2019 ou 2020 pour certaines pratiques en Ile-de-France notamment. Bon, ça, on s'adapte. Mais effectivement, ce qui est compliqué, en fait, c'est nous, comment communiquer, comment promouvoir envers notre public, les 18-25 ans, qui méconnaissent ces réseaux-là et qui méconnaissent ces systèmes de sortie, et surtout de les anticiper. Parce que, certes, il y a la DLS, il y a le DALO, on connaît les procédures qui sont extrêmement longues, et d'autant plus en Ile-de-France. Ça devient, mais même au-delà des 18 mois d'ancienneté en foyer jeune travailleur, de lancer un DALO pour avoir une attribution, les 2 ans de séjour seront largement dépassés. Combien d'entre nous ont effectivement des résidents 18-25 ans avec des résidents, j'ai jusqu'à 31 ans sur des 8 ans de séjour. Tout le monde a connu ça. Maintenant, effectivement, si on veut avoir un vrai turnover, on sait que le logement et la résidence collective sont des séjours temporaires. Et on sait très bien que quand ils vont aller sur de l'autonome ou du pérenne, là, le turnover ne sera pas le même, ils vont rester en place. Donc ça, c'est une autre question. Mais comment, effectivement, avec l'ouverture de ces nouveaux logements, nous, on peut promotionner ces solutions-là, on peut faire découvrir aux jeunes ces solutions-là aussi, qui peuvent être très bénéfiques pour certains, puisque certaines entreprises n'attendent même pas les 1 an d'ancienneté pour pouvoir faire une demande d'action logement. Et c'est ça qui va être intéressant pour nous sur le terrain, en fait. Est-ce que vous savez si l'entreprise est cotisante ou pas? Est-ce que vous avez de la visibilité sur cette information-là, par exemple? Non, à part de le demander directement aux jeunes, et déjà de faire comprendre déjà ça aux jeunes, c'est très compliqué déjà. Il y en a même qui n'ont même pas la faculté de compréhension, parce que soit c'est des primo-arrivants, ils sont encore dans l'apprentissage de la langue, ce qu'on peut comprendre, soit il y a une difficulté intellectuelle plus profonde que parfois on n'est pas apte à diagnostiquer nous-mêmes, et on comprend bien qu'il y a une difficulté de compréhension de l'autre côté. Et ça, c'est compliqué quand on dit aux jeunes, mais on va faire une demande de 1% logement, il faut que tu demandes à ton patron. Déjà, rien de demander un truc au patron, c'est comme ça. Donc c'est compliqué parce qu'il y a cette peur de hiérarchie, il y a cette peur de mal faire, il y a cette timidité, il y a cette non-compréhension de la procédure et des démarches. Il y a ceux qui vont dire j'ai le droit, j'ai pas le droit, et puis encore pire, ceux qui changent d'avis. Voilà. Pour moi, c'est un peu une scorie des anciens styles, ça. Pourquoi est-ce qu'il fallait passer par l'employeur à la base? C'était pour identifier le collecteur. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Donc en fait, de passer par le RRH pour faire sa demande de logement, c'est pas franchement instinctif, quoi. C'est quand même un peu tortueux. Donc je pense que ça n'a pas vocation à perdurer. Il y a une autre raison qui m'amène à penser ça, c'est que on donne aux filiales Ali des objectifs de logement des salariés. C'est logiquement, LG se dit, on doit loger des salariés, vous en logez combien? Et en fait, les filiales Ali, elles se retrouvent un peu dans la même situation que vous, et à dire, mais en fait, on n'en sait rien. Parce que les systèmes d'information ne sont pas forcément interconnectables, mais on est en train de les rendre interconnectables, et donc là, ils sont interconnectables, ils ne sont pas toujours interconnectés. Mais tout ça, par contre, devrait voir le jour d'ici l'hiver. Là, on va pouvoir mieux savoir combien on loge de salariés, par exemple, sur toutes les attributions de l'année. Parce qu'aujourd'hui, on le fait un peu au doigt mouillé. Bon, donc ça va aussi jouer en votre faveur. C'est-à-dire que ça va permettre à tout le monde d'avoir la vérité des prix sur les différentes files d'attente. Et ça va permettre de se dire comment est-ce qu'on arrive encore mieux à toucher les salariés, parce que je pense qu'on a quelques marges de progression. Et la réponse, elle sera forcément en s'adressant directement à eux ou à ceux qui les connaissent, beaucoup plus qu'en s'adressant à leurs employeurs qui, par ailleurs, ont d'autres chats à fouetter. Il ne faut pas oublier en plus, qu'on a tous les services RH des entreprises sont 400 coups avec le prélèvement à la source qui va démarrer aussi. Donc c'est vrai qu'à un moment, les entreprises et les services RH, ils disent, mais en fait, nous, on s'occupe de trucs qui ne sont pas notre cœur de métier, ce qui n'est pas totalement faux. Hein. Donc je pense que de pouvoir se dire, maintenant, on a des éléments de diagnostic, ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui sur ces volumes de salariés logés.
On va donc améliorer nos processus pour les toucher, aller les chercher là où ils sont ou être plus disponibles pour recevoir leurs demandes, ce qui, pareil, aujourd'hui n'est pas totalement fait. Là, vous avez complètement votre place. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est là qu'on a des choses à faire ensemble. C'est que vous connaissez les jeunes, vous connaissez leur situation. Nous, on va avoir besoin de trouver des actifs à loger, sans doute en proportion un peu plus grande que ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien donc, rencontrons-nous. Et je pense que ça se traitera à la fois dans les sujets d'articulation avec ALS sur les processus de droit de réservation. Je suis convaincue que ça va aussi beaucoup se traiter avec les ESH en direct, puisque ma conviction, c'est que le sens de l'histoire en matière de service de façon générale, et malgré tout, la gestion locative, c'est un service, hein. Un locataire, il attend une qualité de service légitime, et donc il attend de pouvoir facilement rentrer en contact avec son bailleur. Ben, c'est un peu pareil sur l'accès au logement et sur la demande de logement. On va quand même vers des processus qui, à mon sens, vont être de plus en plus dématérialisés. Et ça va pas être simple pour tous les publics, je ne dis pas ça, mais je pense que malgré tout, là, on va vers une dématérialisation accrue, et quand elle a besoin d'être intermédiée, quand elle a besoin d'être accompagnée, c'est là que vous avez votre valeur ajoutée. Philippe. Philippe Pallier, Centre du logement du jeune travailleur, CLJT. Moi, j'avais une question pour le moment de ce que vous dites à l'instant, savoir si vos 65 ESH filiales du groupe Action Logement avaient des objectifs chiffrés, quantifiés en matière d'accueil de jeunes. Et je dis cela en pensant à un dispositif qui existait il y a quelques années, qui s'appelait les CUS, les conventions d'utilité sociale, où les bailleurs sociaux avaient un certain nombre de logements réservés dans leur parc social à destination des jeunes. Je voulais donc savoir si ce dispositif existait toujours, où il y avait un équivalent, et minimum, en tout cas une ambition de la part du groupe Action Logement de favoriser donc l'accès de nos jeunes à ce type à vos logements par, disons, l'affectation de logements dits réservés, à contrario de votre propre parc, au bénéfice de nos jeunes. Donc de logements réservés au titre de ce qu'on appelle une réservation dans le parc social, non, parce que les réservations dans le parc social sont limitées par la loi. En revanche, les CUS, effectivement, vous avez totalement raison, continuent d'exister, et c'est un des indicateurs, ou je ne sais pas comment dire, une des dimensions traitées dans la Convention d'utilité sociale. C'est un objectif qui est quantifié. C'est pas à proprement parler une réservation. Mais oui, il y a un objectif quantifié, ça c'est commun à tout le monde HLM, ça n'est pas propre à Action Logement. Et on ne rajoute pas un indicateur supplémentaire à Action Logement, on utilise, les CUS, quelque part, sont même de plus grande valeur, elles sont signées avec l'État, elles s'imposent. Voilà. La difficulté aujourd'hui, c'est que moi j'ai le sentiment que les relations entre nous, gestionnaires, et les bailleurs sociaux, tiennent à des relations personnelles, interpersonnelles, et qu'il n'y a aucune démarche construite de la part des bailleurs sociaux pour justement favoriser ce partenariat à l'échelle d'un département ou au niveau d'une structure. Donc c'est bien justement qu'on arrive à dépasser cette organisation qui paraît quelque peu perfectible. J'entends. Politiquement correct. Thierry Catelan, je suis président de l'association Relais Accueil dans le 13e arrondissement. Je travaille aussi au ministère des Sports, et le bureau dans lequel je travaille suit ce qu'on appelle la Convention collective nationale du sport. Et là, on a une vraie difficulté, puisqu'il y a un secteur d'activité qui s'est grandement développé ces dernières années, c'est les salles de sport et musculation qui se généralisent. Donc, une zone d'activité qui est croissante, qui à la fois perdure pour les structures qui sont de plus en plus agrégées en groupe, d'ailleurs, et des chaînes. Voilà. Et d'un autre côté, des petites unités qui sont en fait des PME qui se développent à droite à gauche. Ouais. Sauf que dans ce secteur-là, on est passé d'un statut pour les jeunes actifs
d'un statut de salarié à un statut d'auto-entrepreneur qui s'est généralisé, mais à une vitesse voilà, et qui a généré une forme de précarité grandissante. Or, en matière de logement, les propositions qui peuvent être faites à des jeunes qui travaillent dans ces salles sont pratiquement inexistantes parce que quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de CDI comme la plupart des bailleurs le requièrent. On n'a pas de CDD non plus d'ailleurs, et on a des revenus qui effectivement existent, constituent des réalités, mais sont assez fluctuants. Voilà. Alors pour ces jeunes-là, c'est quoi la solution à plus ou moins long terme? Parce qu'il va bien falloir que, en matière de logement, on s'adapte à ces réalités. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont exclus, pour la plupart du temps, du logement aidé, quoi. Ils sont toujours sur le marché libre. Ah, c'est une excellente question hein, qui renvoie à des situations de précarité. Et comment est-ce qu'on traite la précarité dans le logement social? Alors, d'abord, je pense qu'il ne faut pas partir du principe que l'indépendant ou l'auto-entrepreneur ou tous ces actifs non salariés sont exclus du logement social. D'abord parce qu'il y a aujourd'hui des attributions à des profils de demandeurs tels que vous les décrivez, mais qui prennent en compte... C'est plus difficile, je vous l'accorde très volontiers, c'est plus difficile, mais ils n'en sont pas exclus statutairement. Ce qui est pris en compte dans ces cas-là, c'est qu'il y a un calcul de leurs revenus en fonction il y a un lissage de mémoire, il y a un lissage de leurs revenus en fonction des documents de leur société qui peut montrer, faire un peu une moyenne, effectivement pour les cas où il y a des fortes fluctuations d'un mois sur l'autre, notamment pour les auto-entrepreneurs, il y a des fortes fluctuations. Donc il y a une espèce de calcul en mois glissant de mémoire qui permet de leur reconstituer un revenu annuel ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quand même important. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez un statut d'auto-entrepreneur que vous pouvez même pas déposer une demande de logement social. Si, ils ont quand même le droit de la déposer et si leurs revenus sont inférieurs au plafond, ils ont quand même le droit potentiellement à un logement. Ils ont intérêt à avoir une compagne qui est comptable. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut produire des justificatifs. Il faut produire les justificatifs. Tous ne sont pas aptes à les produire, effectivement. Voilà. Et tous n'ont pas un an d'ancienneté en auto-entrepreneur pour pouvoir monter ce type de dossier. C'est sûr. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas un an en tant qu'auto-entrepreneur, c'est une vraie difficulté. Par ailleurs, le statut d'auto-entrepreneur, de façon générale, génère, à mon sens, beaucoup de difficultés. Par ailleurs, ce sont des personnes qui ne constituent pas de droit, et ça dépasse largement le sujet du logement. Hein. Droit à retraite, droit à chômage, etc. Ça nous dépasse un peu, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas qu'un sujet. C'est un bon exemple parce que, en fait, cette évolution, elle s'est imposée aux jeunes. C'est pas eux qui ont choisi de plus être salariés. Hein. Non, on leur a dit, c'est ça. On leur a dit, maintenant, on prend plus que des coachs auto-entrepreneurs. Donc, voilà, dans les salles. Même chose d'ailleurs pour toutes ces nouvelles mobilités d'auto-entrepreneurs sur tout ce qui est VTC en fait, Uber. Oui, absolument. C'est la même situation. À voir après Deliveroo, c'est pareil. Hein, donc il y en a combien qui se font avoir en disant ah j'ai trouvé la solution d'emploi et au final c'est se retrouver dans des situations finalement encore plus précaires. Même avec un complément AE, ils ne s'en sortent pas en fait. Donc c'est assez problématique. Et effectivement, c'est une mode. Encore hier soir, j'ai une jeune fille qui a dit moi je vais faire le TC. Voilà. Ouais. Donc ça devient vraiment une mode. Ça paraît simple. Alors qu'elle est salariée en CDI. Hein. Elle est salariée en CDI, elle est prête à abandonner son poste pour aller sur du VTC parce que, comme on dit, ils vendent du rêve. Oui, puis sentiment de... propre salaire, sauf que la réalité est tout autre en fait. Ouais, dans les 40 000 logements que tu évoquais tout à l'heure qui vont être construits dans le cadre de la convention 2018-2022, est-ce qu'il y en a qui pourront être réservés au public dont on vient de parler là? Tu sais? Tu parles de logement social familial ou des places en logement des jeunes? Oui, en logement des jeunes, oui. En logement des jeunes, c'est pas du logement social familial. Là, quand on parle des objectifs, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure sur le logement des jeunes, c'est de la résidence collective. Donc c'est plutôt l'entrée chez vous plutôt que la sortie. C'est l'investissement pour créer des nouvelles résidences collectives.
Et c'est là que, pour autant, ça peut être intéressant, et à mon avis, ça l'est de travailler ensemble, puisque ça, comme nos filiales n'ont pas vocation à gérer l'intégralité en gestion directe de ces résidences, nous avons besoin de gestionnaires délégués. Et on a besoin pour ça d'un peu mieux se connaître, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'inquiétudes de la part des ESH qui, parfois pour des raisons historiques, n'ont jamais eu à travailler avec des gestionnaires parce qu'elles n'avaient pas ce type d'équipement dans leur patrimoine, et qui sont assez inquiètes de l'évolution de la santé des associations, parfois des désengagements des collectivités. Et donc, ce serait un petit peu dommage que finalement, ce soit l'inquiétude et la méconnaissance qui bloquent la réalisation de projets. Je pense que autant dans certains territoires, il y a des partenariats qui marchent super bien depuis longtemps, parce que et le SH et l'ASSO se connaissent bien, et qu'elles travaillent ensemble, et qu'elles démarchent ensemble des collectivités, et qu'elles développent des projets, et voilà. Et il y a d'autres territoires où cette synergie-là, elle n'a pas eu l'occasion d'exister. Ou alors, parfois, elle a existé et ça ne s'est pas bien passé, et donc il faut reconstruire quelque chose. Mais il ne faut pas généraliser. Il y a plein de cas où ça se passe déjà très bien, et il y a plein de cas où on a besoin de trouver des partenaires. Oui. Une autre question portant sur un autre thème. J'ai lu dans le contrat signé entre Action Logement et l'État que le LOCAPAS avait vocation à disparaître. Donc, qu'en est-il précisément, enfin, à quel horizon, et quels sont les dispositifs de remplacement prévus? Visage, j'imagine, mais est-ce qu'il va y avoir des modifications en termes de niveau de garantie ou... Voilà mon interrogation. Tout à fait, et en complément de cette question, c'est la durée de couverture de la garantie. Est-ce qu'elle va bouger? Parce qu'entre le moment où on active cette garantie-là, pour le CAPAS par exemple, et pour un jeune qui est en impayé de loyer, et souvent pas en impayé momentané, mais aussi en impayé quelque peu volontaire, voilà, donc le temps qu'il quitte le foyer, c'est 2 ans, et la durée de couverture de l'impayé, c'est 9 mois. Donc est-ce qu'il est, dans le cadre de cette convention, et pour compléter la question de Philippe, est-ce que tu sais s'il est prévu d'allonger un peu la durée de couverture? Alors, non, ça n'est pas prévu, puisque c'est plutôt prévu de l'éteindre, la LOCAPAS. Alors, oui, mais... du coup, elle ne sera pas modifiée d'ici son extinction. Toutefois, sa date d'extinction n'est pas connue. Donc, pour l'instant, elle perdure. Tant qu'elle bouge encore, on peut s'en servir. Exactement. Pour l'instant, il faut continuer d'y souscrire, puisque, par ailleurs, elle apporte un certain nombre de réponses qui sont intéressantes. Elle n'est que partiellement remplacée par Visal, puisque Visal, comme vous le savez, ne concerne que le parc privé. Ouais, donc la garantie dure plus longtemps, jusqu'à 36 mois, mais ni pour vous ni pour nous. Donc ça, c'est un remplacement partiel, sauf pour les étudiants. Alors, et les alternants qui sont considérés comme des étudiants. Mais en tant qu'association, on ne peut pas être un peu plus privé que le parc HLM? Aujourd'hui, souvent, vous êtes... alors ça dépend, mais souvent, vous êtes sur des statuts de résidence sociale, j'imagine, la plupart d'entre vous. Et donc, une résidence sociale, c'est pas des parcs privés. On peut imaginer que demain, Visal évolue justement pour permettre la prise en charge des résidents du parc social. Oui, c'est une vraie demande. C'est une vraie demande. Ça, c'est clair. C'est logique. Sinon, ça va être galère. Accessible aux très galère. gestionnaires de résidence sociale. C'est une vraie demande qui remonte fortement, que nous relayons beaucoup auprès de nos collègues. Alors, là, pour le coup, c'est pas une décision technique, contrairement à ce qui peut paraître, c'est une vraie décision politique d'emploi de la ressource. C'est une décision des partenaires sociaux.
Donc c'est véritablement la gouvernance, hein, les partenaires sociaux, les conseils d'administration d'Action Logement Groupe qui peuvent seuls décider d'élargir Visale. Évidemment, ça a un fort impact budgétaire, hein, d'élargir Visale, notamment ce que nous, effectivement, on soutient beaucoup, c'est de l'élargir aux jeunes, quelle que soit leur situation, dans le parc social également, ce qui permettrait de toucher et les résidences sociales et les JT non-résidences sociales. Et voilà. Hein. Non mais il y a un petit côté, il y a un petit angle mort là, je pense, qui nécessite d'être traité. C'est un sujet dont tout le monde est conscient là, et donc sans doute que ça explique en partie la non-détermination de la date d'extinction de l'OCAPAS. D'accord. Jean-Baptiste, Oui. tu avais levé la main. Du coup, en termes de stratégie, comme tu dis, c'est dans les mains des partenaires sociaux, donc le DATAC pour aller faire un peu de lobbying pour un petit peu élargir leur façon de penser. Ça serait via les syndicats employeurs UDES et après aller regarder dans les commissions paritaires, ou est-ce que c'est directement les têtes de réseau comme nous allons demander à rencontrer les partenaires sociaux pour... Honnêtement, je pense que là, c'est plus efficace en termes de tête de réseau et d'aller démarcher la gouvernance d'Action Logement Groupe. Hein. Ou le directeur général d'Action Logement Groupe, ou le président d'Action Logement Groupe, ou le vice-président d'Action Logement Groupe. Et il y a une mission hein, qui a été constituée, là, qui est en train de travailler sur ce sujet. Au niveau d'Action Logement Groupe, côté partenaires sociaux. Parce que on est un peu... Tous les acteurs concernés sont en train de se dire il y a un trou dans la raquette, là. Donc l'identification du besoin est réelle. Je pense que la difficulté est qu'à la base, la rédaction... de Visale, parce qu'il y a quand même aussi, au tout début, il y a un article de loi pour faire sortir des limbes de Visale, et la rédaction en a été sans doute pas très bien faite, et personne ne l'a vu sur le coup, et ça a été rédigé avec parc privé dans l'article, et donc ça c'est très très compliqué. Alors, ils ont quand même trouvé une solution pour les étudiants, hein, donc, puisque maintenant c'est parc privé et social pour les étudiants de moins de 30 ans. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de cerveaux qui se penchent sur le berceau de Visale pour voir comment rédiger quelque chose qui permettrait de trouver une solution. Dernière question, même si je sais que ça ne va pas forcément, ça ne va pas de la compétence d'Action Logement, mais avez-vous des informations particulières concernant l'évolution de l'APL ? Une autre question? Oui, forcément. Pour qui? Pour les attributaires? Non, je n'ai pas d'informations sur l'évolution de l'APL. Nous, on est de l'autre côté du miroir, oui. Cette fois pour le coup, on est plutôt dans la perception du loyer, de l'aide réduite. Nous continuons de faire des simulations et des projections financières pour nos filiales qui respectent la parole du gouvernement. Nous sommes prudents. On va remercier Sophie Donzel pour l'éclairage qu'elle nous a donné sur Action Logement. Je retiens de ce que vous avez dit que c'était encore en chantier et que les choses petit à petit allaient se mettre en place. C'est bien pour nous. Donc, on quitte avec espoir cette réunion. Je rappelle que le 27 novembre, nous avons une nouvelle rencontre de la RFJ qui va se passer ici à la même heure, avec la venue de Pierre Carly, qui est un ancien dirigeant du groupe Logement Français,